Eh bien, après ce petit film, ce banc-titre, comme nous appelons cela, de Jacques Brissot, qui est un peintre, donc je vous le rappelle, banc-titre assez étrange, assez insolite et qui peut-être vous a fait sourire, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle que c'est aujourd'hui le 16e, vous avez dit bizarre, et le quatrième qui a été plus particulièrement consacré, nous allons terminer aujourd'hui, à la science-fiction et au fantastique, mais surtout à la science-fiction. Alors nous avons vu des tas d'aspects de la science-fiction, nous avons vu des aspects des grands festivals parisiens et d'Avoriaz, nous avons également parlé le mois dernier d'une certaine mutation possible de la science-fiction à travers la fiction spéculative et même la politique fiction. Aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on aborde, c'est un problème qui finalement nous touche de beaucoup plus près et beaucoup plus terre à terre et que tout le monde peut véritablement recevoir, c'est celui de la science-fiction en France. En effet, il se passe une chose assez étonnante que, enfin, peu de gens peut-être auraient parié là-dessus il y a encore 18 mois, ou 24 mois, ou peut-être 3 ans. En tout cas, il se passe une chose, c'est que la France vit véritablement à l'heure des scissions politiques, à l'heure des grands durcissements, elle vit à l'heure du chômage, elle vit à l'heure des crises sociales, mais elle vit aussi, au moins au niveau de la distraction, des loisirs et de la détente, au niveau du fantastique et de la science-fiction. Et ceci est indéniable, car là, on dépasse largement le cadre de Paris. Paris, on n'en parlera plus aujourd'hui, des petits festivals, des coteries, des bagarres, mais nous allons parler de tout ce qui se passe en France, car à son tour, la province est touchée, je pourrais dire, touchée dans le bon sens du terme, c'est pas une contamination, et comme le disait tout à l'heure un de mes invités, Jacques Guamard, nous assistons à un véritable phénomène d'avalanche, en ce sens que nous avons vu il y a quelque temps une très belle boule blanche en haut de la pente, et on s'est dit, c'est formidable, les livres de science-fiction se vendent bien, les films de science-fiction commencent à sortir vraiment bien, il y a des circuits qui s'organisent, et on pensait même qu'il y aurait une limite à cela, que cela allait s'arrêter, qu'il y aurait un certain moment où les choses se bloqueraient un peu. Eh bien, pas du tout, ça continue de plus belle. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui avec mes invités que je vous présente tout de suite. Alors, tout d'abord, auprès de moi, Jacques Guamard, qui est historien, j'ai appelé ça comme ça, de la science-fiction, enfin, disons qu'il connaît admirablement le sujet. Hein. Disons un petit peu maître Jacques de la science-fiction et n'en parlons plus. Voilà. Le jeune Philippe Hupp, qui va nous parler d'un festival qui se déroule donc en province, et notamment à Metz. Ensuite, nous avons Georges Gallet, qui est un des pionniers du phénomène SF en France. Est-ce que je dois m'en vanter? Ah ben oui, je trouve, dans une émission comme celle-là, en tout cas, oui. Et deux auteurs de styles très différents, et nous en parlerons tout à l'heure, Richard Bessières et Philippe Curval. Bien. Alors je vous propose tout de même de tout de suite aborder, d'accrocher notre sujet, comme on dit en termes de journalisme, sur le plus jeune de nos invités, mais qui est celui qui est en fait le plus responsable aujourd'hui. Alors voilà, une municipalité de l'Est de la France, Metz en l'occurrence, a confié à Philippe Hupp et à ses camarades, je pense que vous êtes plusieurs pour vous occuper de ça, oui. A confié la responsabilité de l'organiser un festival, mais qui ne va pas être uniquement un festival de films comme l'a été celui de Paris, il y a beaucoup d'autres choses. Alors d'abord, parle-nous un peu, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, comment vous avez eu l'idée, comment la municipalité a accepté ou non, etc. Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes partis sur le principe de la convention de science-fiction, une sorte de réunion d'amateurs et de spécialistes qui a lieu tous les ans. Et nous avons proposé de faire une sorte de convention de ce genre à Metz en 1976. Mais au fil des mois, on s'est aperçu qu'il y avait tellement d'intérêt suscité par ce genre de manifestation, ce genre de projet dans la ville et même au niveau de la Lorraine tout entière. Nous avons décidé d'élargir un peu le cadre et d'en faire un festival qui aurait lieu régulièrement et qui soit une grande manifestation destinée non seulement à montrer des films, mais aussi à inviter beaucoup d'auteurs, à faire inviter des écrivains étrangers et français d'ailleurs. Il va y avoir des discussions, des débats, des conférences débats. En même temps, des journées d'études qui réuniront plus spécialement les spécialistes, les enseignants de la science-fiction, mais aussi disons des concerts. Par exemple, Yannick Zinkis vient faire un concert le vendredi 28. Il y a un groupe pop allemand, Cannes, qui vient également le dimanche. Donc, essayer un peu d'élargir la science-fiction, ne pas la montrer que dans un domaine, mais essayer de montrer ce qu'elle peut donner de mieux en musique, au théâtre, au cinéma et dans la littérature. Oui, d'ailleurs, il y a d'autres encore aspects dont on parle assez peu. On parlera un petit peu tout à l'heure il y a la bande dessinée, mais il y a aussi la peinture. Il y a une véritable peinture. Je parle de peinture, des expositions de garçons qui entrent dans le domaine de la science-fiction, enfin, par la voie picturale et plastique. Bien, on peut donner tout de même information, les dates de ce festival, elles correspondent très exactement ou presque à la sortie de cette émission. Alors c'est donc quand ou quand? Du 24 au 30 mai pour les films, et disons plus spécialement du 26 au 30 mai pour les réunions, les débats, les dédicaces, les rencontres et les concerts.
Alors la municipalité, parce que toujours on s'est imaginé que disons la science-fiction et tout cela était un peu un phénomène de jeunes, un peu un phénomène comme ça d'évasion, mais on voit maintenant donc des municipalités qui s'intéressent à ça, qui accordent des crédits pour organiser un truc de ce genre, c'est quand même assez nouveau. Dans mes premières démarches pour organiser ce genre de manifestation, j'ai rencontré beaucoup de sympathie et nous avons été énormément aidés par toutes les autorités locales. Peut-être on pourrait tout de suite raconter la différence qu'il y a entre ce phénomène élitique qui fut peut-être un peu au début la science-fiction, tant pour ceux qui le lisaient que pour ceux qui allaient voir les films, et aujourd'hui ce véritable phénomène social. Et là, c'est au prof que je m'adresse, Jacques Gouamard. Bon, alors je vais vous faire un cours. Hein, un cours sur l'explosion de la science-fiction. La science-fiction, ou du moins le mot science-fiction a été introduit en France en 1950. Et je ne sais pas si l'introduction de ce mot a été une bonne chose parce qu'il s'en est suivi une confusion qui dure encore. Enfin, si le mot pose problème, la chose indiscutablement nous plaît à tous et c'est pour ça que nous sommes là. Les premières années de la science-fiction en France, les années héroïques, ont été bien vécues par Georges Gallet, qui est un des introducteurs en France de la science-fiction et qui vous en parlera mieux que moi. Mais il est certain que pendant une bonne quinzaine d'années, ça n'a intéressé qu'un petit nombre de gens. Nous vivions sur l'idée qu'il y avait un petit noyau d'amateurs, 20 ou 30 000. Comment peut-on expliquer, Jacques, ce passage d'un phénomène d'un petit groupe, d'une chapelle, je ne sais même pas une élite, c'est plutôt une chapelle, à ce phénomène social brusquement en quelques années? Oui, plusieurs chapelles, parce que vous bagarrez entre vous. Ça, c'est une autre histoire. Alors, mais comment ça peut changer aussi rapidement? Ça correspond à quoi? Le passage au phénomène social est lié à mai 68, disons pour simplifier les choses, mais grosso modo à tous les changements sociaux qui se sont produits en France pendant plusieurs années et qui, en France, se sont trouvés dramatisés tout à coup en mai 68, mais qui dans d'autres pays se sont passés un petit peu autrement. La science-fiction est une littérature beaucoup plus adaptée aux problèmes d'aujourd'hui, parce que les problèmes d'aujourd'hui, ce sont, il faut bien le dire, les problèmes de demain. Nous ne savons pas très bien de quoi demain sera fait, nous nous posons la question, et nous nous la sommes même posée de manière dramatique en mai 1968. Les gens de gauche comme les gens de droite, d'ailleurs, se sont tous posé la question, et je crois que ça a créé un appel d'air vers la science-fiction, particulièrement dans la jeunesse qui apporterait donc, ce serait peut-être la première réponse à la question qu'on se pose aujourd'hui sur ce phénomène social, peut-être quelques réponses ou quelques réponses éventuelles, ou quelques réponses hypothétiques sur notre avenir. C'est ça, ce sont des réponses hypothétiques. Mais si vous le voulez bien, nous allons respirer un peu, c'est-à-dire voir quelques images, un extrait d'un film, Le Survivant. Lisa? Lisa? Je suis là. Lisa, je voulais te dire, Richard... Je sais, Robert. Tu sais. Mathias me l'a dit. Il le fallait. Oh, mon Dieu. Lisa... Eh bien, Neville. Tout cela est étrange, non? Venez, Neville. J'ai pensé qu'il serait bon de vous offrir une petite fête avant d'en terminer avec l'affaire qui vous concerne. Mes frères.
attendu, Neville, pour vous montrer la fin. Tout ce que vous avez réalisé, détruit en quelques instants, ce n'était qu'illusion. Votre art, votre science, ce n'était qu'un cauchemar. C'est fini. Mes frères, notre tâche est presque achevée. Il était le dernier de ceux qui nous ont apporté le châtiment. Nous avons assaini et purifié ce monde. Il ne nous reste qu'à bâtir. Voilà, Le Survivant, un extrait d'un film qui passera d'ailleurs au festival de Metz, de notre ami Hupp, qui se déroulera, il nous le rappelle tout de suite, tout de même. Du 24 au 30 mai. Voilà, il faut quand même, là pour faire la pub pour le festival, autant en parler. Bien, on continue donc sur cette explosion, sur ce phénomène d'avalanche de la science-fiction en France, et notamment depuis 3 ans. Alors Jacques, après donc, il est possible que la cassure en effet ait été certainement en mai 68, avec une modification assez radicale du comportement, aussi bien chez les jeunes que chez certains adultes. Rien ne s'est plus comme avant, toutes ces phrases, aussi bien d'ailleurs, comme tu le disais, chez les gens de gauche, peut-être chez les gens de droite. Alors ça c'est une des raisons. Est-ce qu'il en est d'autres, à ton avis, cette avalanche? C'est-à-dire qu'un phénomène comme ça s'entretient lui-même. Une avalanche, tu sais comment ça se passe. Il y a d'abord une boule de neige qui part, et puis elle grossit, elle grossit, elle grossit. Depuis 1968, il ne s'est pas passé d'année sans confondre une collection de science-fiction. Aujourd'hui, il y en a 25. 25 collections. Et oui, 25, ce qui... si on nous avait dit ça il y a 5 ans seulement, nous aurait tous effrayés. On se serait dit ça ne pourra jamais marcher. Or, il y a un phénomène curieux, plus il y en a et plus ça marche. Il faut dire aussi que la science-fiction a tout de suite assez vite pris, en tout cas le pli, en ce sens qu'il y a des collections assez bon marché. Je veux dire, il y a des collections livres de poche, oui, le grand de robots et tout ça. Ça, si vous permettez, ça, je crois que c'est une des choses les plus importantes. Oui, il y a également les collections de Galaxy Bis, il y en a pas mal qui sortent comme ça. C'est peut-être le livre de poche qui a déclenché en partie l'avalanche. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le livre de poche touche une clientèle beaucoup plus large que l'édition classique. Oui, je le regretterai comme éditeur classique, si je peux dire, mais je dois dire que la collection J'ai lu, par exemple, atteint des chiffres de tirage dont on n'avait jamais rêvé avant. Beaucoup me parlent d'un danger depuis 2-3 ans, d'un véritable danger de guerre. C'est une espèce d'idée qui revient. Je ne sais pas si elle est... J'espère en tout cas qu'elle ne correspond à rien de réel, enfin de réel pour notre futur. Est-ce que là aussi, est-ce qu'il y aurait une nouvelle peur qui est en train de monter, une peur qui ne serait non seulement sociale, qui serait non seulement politique, mais une véritable peur cataclysmique? Il y a quand même... je crois qu'il y a quand même un phénomène dans ce genre-là, une peur comme nous avons eu dans les années 50, la peur de la bombe atomique. Nous avons à l'heure actuelle une peur sur le plan social, c'est exact, et je crois aussi sur un plan aussi démographique, sur un plan de pollution. Je crois qu'il y a des dangers qui guettent l'humanité et où la science-fiction actuelle met quand même l'accent. Et je crois que c'est toutes ces choses-là qui se cristallisent d'ailleurs. Oui, d'ailleurs on ne le dit pas assez, ça c'est assez vrai ce qu'il dit, parce qu'il est vrai que la science-fiction est certainement la littérature, ou le genre littéraire, ou la classe littéraire, qui a le premier, enfin ou la première plus exactement, mis l'accent véritablement à une époque où il n'y avait pas de ministre de la pollution, ministre de l'équipement, ministre de tous ces trucs-là. Je veux dire, véritablement il y a eu là un aspect bénéfique de la science-fiction qui a averti, qui a véritablement servi là d'avertissement. Alors donc c'est encore peut-être une raison, et dans un pays comme la France qui a joué. D'autres raisons, Jacques? C'est-à-dire que quand on parle de catastrophe, il faut distinguer 2 choses. La peur de la catastrophe, la peur de la mort, nous l'avons tous et en permanence. Et il y a des catastrophes dans la littérature de la science-fiction depuis le 19e siècle. Il n'a jamais cessé d'y en avoir. Mais il est certain que la peur des catastrophes devient dramatique en période de crise. La science-fiction des années 30 a connu ça avec, par exemple, Le meilleur des mondes de Huxley. Nous sommes en train d'entrer dans une période de crise pour la première fois depuis très longtemps. En France, ça a commencé en 1974, mais il ne faut pas oublier que dans un pays comme les États-Unis, ça avait commencé en 1970. Et du même coup, la peur du chômage, la peur de l'avenir, la peur de ce qui se passe dans le tiers-monde, tout ça fait une série d'angoisses qui montent. Et ça se sent très nettement dans la littérature de science-fiction la plus récente. C'est ça, selon ce que tu viens de dire, donc tout de même, aussi bien dans l'écrit, dans ce que proposent certains auteurs, que dans la façon dont les gens appréhendent le livre et le reçoivent, ou l'achètent pour le lire, ce serait tout de même une réponse, ou en tout cas un librium, ou enfin un valium, à certaines angoisses qui s'accumulent. C'est encore une raison possible, tu crois, de cette montée de la science-fiction? Il existe une science-fiction valium.
qui est, mettons, le space opéra, mais il existe aussi une science-fiction qui a un rôle tout à fait différent, qui, comment dire, dramatise au contraire la catastrophe, et qui d'ailleurs joue, à mon avis, un effet de catharsis meilleur. On se sent plus libéré après avoir lu cette science-fiction-là, la science-fiction qui aborde directement le problème de la catastrophe, de l'avenir inquiétant. On commence à aller en profondeur. Il faut qu'on y aille parce que je crois que maintenant il faut qu'on réponde à certaines grandes questions, puis Guamard voulait dire aussi autre chose. Mais tout d'abord, Gérard Manset, que nous retrouverons dans quelques instants. Poursuivons parce que je crois que maintenant nous allons aller un peu en profondeur, en tout cas nous allons essayer. Jacques Guamard, tu voulais ajouter quelque chose. Toujours sur ces raisons, je rappelle donc le sujet pour si quelques-uns d'entre vous prenaient le train en marche et rentrent dans cette émission. Nous essayons de comprendre ce qui est en train de se passer actuellement en France, où des phénomènes très parisiens, ou en tout cas très élitiques, très chapéliens comme ça, qui étaient ceux de la science-fiction avant, sont en train de littéralement exploser, phénomène d'avalanche, et déborder sur la France entière, sur les villes, des petites villes et des grandes villes, et où des municipalités véritablement maintenant aident des jeunes à monter des spectacles de ce genre, des réunions de ce genre, des conventions de ce genre. Pourquoi cet intérêt qui se développe à une vitesse vraiment croissante? Je ne sais pas quelle est la proportion, mais il y a certainement une mathématique intéressante là-dedans. Jacques. Je ne crois pas qu'un jeune qui a 15 ans aujourd'hui puisse lire de la science-fiction de la même manière qu'un jeune de 15 ans lisait du policier vers 1950. Vers 1950, quand on était au lycée, eh bien, on passait son temps à faire ce que les professeurs vous disaient de faire, et à la fin de la semaine, quand on en avait bien marre, on lisait un policier pour se détendre. À l'heure actuelle, l'enseignement en France est totalement désorganisé. Et les jeunes... parles en tant qu'enseignant. Oh, j'en parle en tant qu'enseignant, en tant que consommateur aussi, en tant que père de famille, enfin, en tant qu'ancien élève, enfin bref, je le connais de tous les côtés, l'enseignement. Il est complètement désorganisé. La relation des jeunes à l'enseignement est devenue quelque chose de beaucoup plus distant que ce qu'elle était autrefois. Et il n'y a pas une contrainte, une aliénation qui oblige à se détendre. Et d'ailleurs, pour se détendre, on a la télévision, n'est-ce pas? Donc je crois je n'aime pas du tout votre sourire caustique, voire sarcastique. Enfin, quoi, vous en bouffez de la télévision en ce moment? Si elle n'était pas là, on ne va pas s'exprimer quand même. Non, je n'en bouffe pas, je suis bouffé, c'est pas la même chose. Non, mais c'est un phénomène, vous verrez, c'est un phénomène assez complexe. On est à la fois, c'est vrai, bouffé, mais on en bouffe aussi. Je crois que le besoin de science-fiction, la demande de science-fiction est très nettement liée au problème du moment, que la science-fiction n'apporte peut-être pas de réponse, ça ce serait peut-être beaucoup lui demander, mais qu'en tout cas elle apporte des questions. Et des questions qui rejoignent souvent de manière très précise les questions que tous les jeunes se posent. Je crois que c'est ça. On peut lui demander à lui, et c'est ça finalement qui t'a attiré. Tu as 23 ans, Philippe. C'est finalement ce genre, cet aspect question qui t'a intéressé dans la science-fiction? Pour être franc, non. J'étais en fait accroché plus par le côté, disons, poétique, surréaliste de la science-fiction, avec des films plutôt récents comme 2000 Odyssée de l'espace, des œuvres comme Les Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Et je suis poétique et surréaliste là. J'ai commencé à être accroché par la science-fiction au sens justement donc évasion, surréalisme et quelque chose à une sorte de foisonnement de couleurs et petit à petit. Oui, justement. Et petit à petit, je me suis rendu compte, je suis arrivé à une science-fiction plus adulte, mais moi je dirais que l'intérêt de la science-fiction est dû au fait que c'est la seule littérature qui pratiquement systématiquement allie justement des qualités, comment dire, de poésie. Même il n'y a pas de honte à lire un roman d'évasion, et un roman d'évasion a ses qualités, mais les allie avec des textes importants et des questions du moment. Parce qu'il n'y avait peut-être pas le roman policier dont nous parlions tout à l'heure aussi. Enfin, il y a eu quelques grands romans policiers très poétiques aussi, il ne faut pas exagérer. Gallet, on a parlé de maintenant, on peut mélanger les époques, mais enfin, en 50, comment était le phénomène? C'est très simple, la naissance de la science-fiction peut-être en France, peut-être nettement fixée. C'est un article de Claude Elsen dans Le Figaro qui s'intitulait « Le roman fantastique va-t-il remplacer le roman policier ?» C'est ce que disait Guamard tout à l'heure. Et c'est le départ de la science-fiction en France. Il y avait des gens, il y avait toutes sortes de gens avec vous. Il y avait en réalité, Boris Vian, Bergier, toute la bande, non? C'est ça, c'est là. C'est-à-dire, oui, en principe, il y avait un tout petit groupe. Avant la guerre, je figure dans toutes les histoires américaines de la science-fiction, ou française ou allemande, comme étant le seul
français et à peu près le seul européen, puisqu'il n'y avait qu'un Allemand que je connaissais à ce moment-là. Je ne parle pas des Anglais. Les Anglais avaient une communauté de langue avec les Américains, ce qui facilitait la pénétration. Mais en principe, personne ne s'occupait de science-fiction. Mais à l'époque, comment était reçue la science-fiction, justement? On a vu un peu comment elle était reçue aujourd'hui. Ben, on passait pour un fou. Ah, c'est ça. C'est un peu de bon goût. Carrément. Non, Est-ce que vous étiez rattaché, puisqu'il a soulevé un peu la question, elle me paraît intéressante, est-ce que ces mouvements donc de science-fiction en France de l'après-guerre, donc de 1950, de 48, 50, etc., avaient été plus ou moins liés, au moins spirituellement, au moins par l'esprit, au moins par des connaissances, à d'autres mouvements de l'après-guerre, comme le surréalisme de l'après-guerre, le surréalisme révolutionnaire, l'existentialisme, etc. Parce que tous ces gens-là fréquentaient un peu les mêmes quartiers, étaient un peu dans Oui, on fréquentait le même quartier, il y avait des collusions entre les gens. Il y était déjà. C'était quand même plutôt deux mondes complètement séparés. Oui, je pense que... En dehors de la bande Queneau, Vian, Carouge et quelques-uns qui vraiment ont fait des textes intéressants sur le sujet, vraiment, c'était déjà le début du mépris de la part de tous les intellectuels, de tous les littéraires. Ça a été systématique. De plus, il faut dire que même ceux qui ont introduit la science-fiction en France étaient des individualistes. Oui, non, mais là, il y a quand même un point que Urval vient de soulever qui est quand même intéressant, parce qu'aujourd'hui, la science-fiction est défendue, elle est défendue elle est défendue véritablement par les intellectuels. C'est la grande différence. C'est la grande différence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je crois que c'est justement ce même phénomène de connaissance, parce que là, vraiment, pour les gens, c'était une littérature populaire qui était tout à fait en rapport avec le policier et qui n'avait aucune envergure. Enfin, vraiment, on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait une idée, sauf une petite idée poétique, comme quand Sandra reprenait Gustave Le Rouge, par exemple, et qui se faisait mousser lui-même à propos d'écrivains populaires. Donc là, finalement, c'était uniquement un intérêt un peu paternaliste envers la science-fiction. Et puis, petit à petit, malgré tout, elle a enfoncé son coin, puisqu'elle a quand même réussi à sortir des livres assez remarquables, petit à petit, qui se sont instaurés comme des classiques, et qui ont fait une bibliothèque qui était à la portée de tout le monde. Et effectivement, il suffisait de consulter une série de 15-20 livres que le consensus populaire avait établi comme étant les chefs-d'œuvre de la science-fiction, pour qu'en quelques jours, ou quelques semaines, quelques mois, on puisse se rendre compte que cette littérature était vraiment recouvrait un univers considérable. Alors que justement, si on veut faire une comparaison avec le policier reste toujours dans les mêmes structures. La science-fiction, elle peut être policière, elle peut être historique, elle peut être scientifique, elle peut être tout. En tout cas, voici La montagne sacrée de Jodorowsky, un extrait. Jodorowsky. Et nous reprenons ce débat sur la science-fiction en France et son déferlement, son côté avalanche qui se développe actuellement. Il y a un point que je voudrais aborder, et je répondrai en même temps à quelques articles, assez durs d'ailleurs, qui ont été écrits sur Vous avez dit bizarre. Il est certain que lorsque j'ai commencé Un jour futur, il y a de cela 1 an et demi maintenant, et puis avec le succès tonitruant qu'on connaissait le samedi après-midi, puis Vous avez dit bizarre l'automne dernier, je ne pensais pas du tout que ces deux émissions s'inscriraient dans ce que nous parlons aujourd'hui. Je pensais que c'était des émissions, comme je le voulais d'ailleurs, un peu marginales. Bon, il se trouve qu'elles sont tombées au bon moment, car je ne pense pas qu'elles aient déclenché quoi que ce soit. Je crois qu'elles sont tombées en même temps. Ça devait être dans l'air, comme des miasmes. Je parle pour ceux, bien sûr, qui n'aiment pas ça. Enfin, il y a eu des articles assez durs qui m'attaquent, d'ailleurs, personnellement, disant que j'encourage, en montrant des films que vous avez vus les fois précédentes et que vous verrez aujourd'hui, et que j'encourage à lire des livres qui sont finalement des films et des livres démissionnaires. C'est-à-dire des films et des livres qui incitent la population française, et notamment ses forces vives, c'est-à-dire la jeunesse, à démissionner, à oublier ses problèmes réels, quotidiens, ses problèmes sociaux, le chômage, etc. Alors évidemment, c'est un débat, je crois qu'il faut aborder, même brièvement ici. Je crois que c'est une critique, en tout cas on l'a faite à plusieurs reprises, et je crois qu'on peut en parler. Et je voudrais tout d'abord que mes invités répondent à cela. Que pensent-ils de cette attaque sur cette littérature de science-fiction qui éloignerait, et notamment la jeunesse, de ses réalités et de ses problèmes et de ses responsabilités finalement d'aujourd'hui, à force de trop penser à demain? Voilà, Jacques, la question. Eh bien d'abord, il faut dire que cette attaque a toujours existé et qu'elle ne s'adresse pas seulement à la science-fiction. Elle s'adresse en fait à toute la littérature, à tout le cinéma, à tout ce qui est art, mais les gens qui font cette attaque ne le savent pas toujours. Il est certain que toute la littérature est de l'ordre du rêve, le roman réaliste en particulier est entièrement de l'ordre du rêve et le cinéma réaliste aussi. La science-fiction ne fait pas exception sur ce point. Simplement, nous rêvons tous et nous savons qu'un rêve n'est jamais plus réussi que quand nous y croyons.
Par suite, il faut dans la littérature ou dans le cinéma mettre un certain nombre de détails qui rendent ça plausible, qui font qu'on peut y croire davantage, c'est plus agréable. Voilà pourquoi, pendant une centaine d'années, il a fallu montrer des scènes se passant dans des châteaux avec des balles et toutes sortes de choses de ce genre. Aujourd'hui, pour la jeunesse actuelle, des histoires qui se passent dans des châteaux avec des balles, des calèches à la campagne, ça n'est plus très vraisemblable. La science-fiction est plus vraisemblable mais que leur ça. attaque, les attaques dont je parle, elles sont très claires. Elles disent, bon, c'est très bien, vous nous parlez de l'Empire galactique qui s'inscrit dans l'an 8982 de l'encyclopédie galactique, etc. C'est très bien, ces histoires, mais tout cela, finalement, vous faites oublier aux gens les réalités d'aujourd'hui. Il y a un combat, il y a une vie qui est très dure, il y a du problème, etc. Alors, oui, j'ai compris ton allusion, c'est la même chose, mais est-ce qu'on peut répondre plus précisément à cette question? C'est aussi un défaut complet de connaissance, parce que ces gens-là ont encore un retard et considèrent la science-fiction des années 35-50, qui était évidemment en grande partie une littérature d'évasion. Tandis qu'actuellement, enfin depuis une quinzaine d'années, il y a une nouvelle littérature de science-fiction qu'on appelle d'ailleurs, qu'on a tendance à appeler la fiction spéculative, bien que je ne pense pas que ça apporte quelque chose, une autre définition, qui parle au contraire de la réalité et des problèmes quotidiens. D'ailleurs, il y a une chose extraordinaire, on a toujours dit que les Français étaient cartésiens et que par conséquent, enfin, je me souviens très bien au début de la science-fiction, que la science-fiction n'aurait jamais de succès puisque le fantastique avait toujours eu des succès totalement dérisoires en France. Et il se trouve que justement ce phénomène prouve le contraire puisque la science-fiction est logique, elle parle de la réalité, elle extrapole à partir des phénomènes conjoncturels actuels, et elle trouve donc un écho chez les Français qui est quand même, il faut bien le dire, un des peuples au monde, en dehors des États-Unis, où la science-fiction se lit le plus, ce qui est complètement contradictoire avec l'image classique du français à béret basque, rationaliste et râleur. Les Jougomard me disaient même à la limite que ça se lisait même plus qu'aux États-Unis, finalement, proportionnellement. On en est arrivé à une situation curieuse où on a publié l'an dernier davantage de livres anglo-saxons de science-fiction en France qu'aux États-Unis. Nous avons un retard à rattraper, mais nous le rattrapons vite. Oui, d'accord. Mais... Il y a Forest qui est Barbarella et autre chose dont nous parlerons tout à l'heure. La bande dessinée de science-fiction. C'est un autre aspect, nous en parlerons, mais quel est ton avis là-dessus, sur ces attaques précisément? Car en fait, la bande dessinée de science-fiction où tu crées, où tu officies, est finalement l'objet des mêmes attaques, je pense. Oui, même il y en a une attaque tout à fait particulière qui est le goût de la catastrophe. T'as bien mis ton micro, oui. Oui. Le goût de la catastrophe largement développé dans la bande dessinée. Il est évident qu'il y a une tentation du spectacle qui joue en plus encore au niveau de l'image. Mais il y a autre chose, c'est que là, on peut aussi dire qu'il y a une fascination pour l'apocalypse, parce que nous vivons apparemment dans un monde qui crée un malaise par le biais du mesquin. Et il y a un certain nombre de contraintes quotidiennes qui, elles, conduisent à un certain sommeil et à un certain abandon. Et il semble une sorte de fascination par le réveil que pourrait apporter une soudaine apocalypse. Et elle est assez largement développée dans la bande dessinée. Le problème pour toi est encore peut-être plus complexe et peut-être plus délicat, c'est que finalement, on sait que maintenant beaucoup d'adultes, et il y en a même beaucoup, lisent de la BD, de la bande dessinée, et même bien entendu de la bande dessinée de science-fiction, mais il y a aussi beaucoup de jeunes et même de gosses qui en lisent. Alors là, il y a une responsabilité peut-être encore plus grande au niveau des dessinateurs et auteurs de bandes dessinées de science-fiction. Est-ce que vous ne les endormez pas avec vos nouveaux contes de fées ou au contraire, est-ce que vous pensez que vous les réveillez et que vous les aiguillonnez à penser? C'est ça le problème. Parce que finalement, l'attaque dont est objet aussi bien, vous avez dit bizarre, que la science-fiction, que tout ce que l'on veut en général, c'est finalement vous endormez les gens. Vous les faire rêver, mais ça, je ne crois absolument pas. Je crois au contraire que la science-fiction est une discipline d'éveil. Non. Oui, parce qu'à ce moment-là, je crois que la science-fiction amène les gens à réfléchir à des problèmes auxquels ils n'avaient pas réfléchi. Justement, avant de bâtir l'avenir, je crois qu'il faut d'abord s'appuyer sur le présent. Parce que c'est par le biais du présent que la science-fiction démontre les perspectives
positive ou négative de la société. Éventuelle. J'ai l'impression que la science-fiction commence au moment où le prince réveille la belle au bois dormant. Oui. Non, il y a un autre Ah, ça c'est joli, ça. Hein? Il y a un autre aspect dans la bande dessinée de science-fiction, c'est que un certain nombre d'attaques, alors qui ont pour but d'attaques de la société, qui ont pour but au contraire de réveiller les lecteurs, ne peuvent s'exprimer que transposées, c'est-à-dire sous le couvert de la science-fiction. C'est vrai pour certaines bandes dessinées paraissant dans de grands supports. Je veux dire qu'il est beaucoup plus facile d'être subversif à l'abri du fantastique. Persane, quoi. Oui, il faut lire entre les lignes. Il faut lire entre les lignes. Non, mais les gens savent lire entre les lignes. Mais ils savent lire de plus en plus. Acceptons-en l'augure, jeunes gens. Je pense. Bien, nous allons poursuivre ce débat sur la SF, sur la science-fiction et la France. Tout de suite, Gallet m'avait dit pendant que Mancet chantait qu'il avait quelque chose à dire. Hein. Non, je voulais simplement rappeler une chose qui date des origines de la science-fiction, c'est H.G. Wells qui avait prévu déjà que la science-fiction avait un aspect prospectif et subversif en même temps. Ce qui fait qu'il a déclaré un jour, nous écrivions l'avenir et brusquement, voilà l'avenir. Revenons avec Forest à la bande dessinée et la science-fiction, ses rapports, et notamment en France. Oui, en fait, le mariage entre la bande dessinée et la science-fiction n'a pas toujours été aussi heureux qu'on peut l'imaginer. Particulièrement au début de la bande dessinée et aux États-Unis, la science-fiction, ce domaine permettait d'accéder à une originalité assez facile finalement, à bon compte. Et les bandes dessinées les plus originales, foncièrement originales, finalement faisaient appel à d'autres domaines. Je pense à Dick Tracy aux États-Unis, qui est une bande policière et qui devient fantastique par le biais. Mais il faut donc attendre les dernières années et les créations récentes de Giraud pour qu'il y ait un apport à la fois dans le monde de la science-fiction et dans le domaine de la bande dessinée. Car la bande dessinée a un problème, c'est évident parce que c'est une forme d'expression tout à fait récente, a un problème particulier qui consiste à explorer son territoire et à bien définir tous ses caractères spécifiques. Et ça n'est pas en se dissimulant derrière certains effets spectaculaires qu'elle y arrivera. Et je voulais juste demander pour clore ce petit chapitre à Jacques, en université, en milieu universitaire, etc., il y a aussi un intérêt de plus en plus grand, je crois. L'enseignement de la science-fiction est un bon indicateur parce que... Il existe. Enfin, il existe d'une part. J'assure un enseignement de science-fiction depuis maintenant 5 ans. Où ça ? Dans 3 universités, Paris 1, Paris 3 et Paris 7. Et j'ai de plus en plus d'étudiants. Et surtout, j'ai de plus en plus d'étudiants qui viennent me voir pour faire un travail de recherche sur la science-fiction. Des thèses ? Des thèses, des mémoires de Moi, maîtrise. j'ai reçu dernièrement une lettre d'une étudiante de ça ça qui me posait des questions. Ce mélange d'un côté donc de sérieux, de besoin ou de volonté d'approfondissement du sujet, par exemple chez des garçons comme tu parles là, et parallèlement l'avalanche, oui des filles bien sûr, des garçons et des filles, et puis parallèlement cette avalanche, nous parlions, cette avalanche populaire, tout marche ensemble. C'est la constatation du phénomène. Les gens qui en tant qu'étudiants veulent étudier la science-fiction sont évidemment des gens qui ont commencé par en lire. Ce sont des amateurs. Bien, un petit extrait de film, si vous le voulez bien. Nous en sommes là. Oui, c'est un extrait, en principe, du Blob, un film qui sort ces jours-ci à Paris, qui n'est plus au festival de Metz, mais qui va sortir, qui sort ces jours-ci à Paris. Et en France, d'ailleurs. Venez avec moi, on va passer par derrière. Viens, Lisa. Allez, allons à la patinoire. Attendez! Arrêtez! Un peu de calme! Arrêtez! Arrêtez, n'allez pas par là, c'est interdit! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas le droit! Qu'est-ce qu'ils ont à sonner comme ça, ce téléphone? Je crois qu'ils avaient raison, il se passe quelque chose de bizarre au bowling, chérie. Alors, voyons, un peu de calme. Il n'y a aucune raison de t'appeler. Vous n'avez pas vu ce que j'ai vu? Lâchez-moi. Ne vous énervez pas. Nous avons la situation bien en main. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Vite, par ici! Par ici!
Fermez la porte. Allumez. Oh mon Dieu. Kelly, faites mettre des torches là-bas. Plan B, shérif? Non, Williams, pas le plan B. Vous faites ce que je vous dis de faire et tout ira bien. Mettez-moi des torches par là et vite. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur qui puisse me donner une idée de ce qui se passe? Comment on branche le micro? Répondez. Je ne sais pas très bien, mais je vais essayer. Allô? Allô? Nous sommes au-dessus de la patinoire. Est-ce que vous m'entendez? Donnez-moi ça. Laissez-moi faire, voyons. Je vous en prie, écoutez-moi. La chose devient de plus en plus énorme, on ne peut pas l'arrêter. Elle couvre toute la patinoire, elle couvre toutes les tissus. Alors, vous m'entendez? Alors je crois que nous en arrivons à presque une conclusion. Nous avons encore un ou deux invités après, mais dans des domaines pas marginaux au sujet, mais qui s'y inscrivent très bien. Nous avons quand même deux écrivains, notamment de science-fiction français, très différents l'un de l'autre, et c'est pour cela d'ailleurs que je les ai choisis, puisqu'ils représentent en fait deux aspects, mais peut-être me contrediront-ils, peut-être qu'ils se sentent dans le même bain, de la science-fiction. C'est d'une part, je vous ai présenté tout à l'heure, Richard Bessières, qui est l'avant-dernier là-bas, Richard Bessières, et Philippe Curval, qui est à côté de lui, le beau barbu, le petit dinosaure des années 50. Alors, est-ce qu'on peut dire, Jacques, je voudrais que tu m'aides un peu, là, nous avons là deux hommes qui ont tous les deux œuvré dans la science-fiction depuis un bon nombre d'années, et, me semble-t-il, dans des voies très différentes. Alors, peut-être tu peux rappeler un peu leur chemin à tous les deux, dire peut-être ce qu'ils sont, tu le sais mieux que moi. Disons qu'en gros, Richard Bessières est un écrivain beaucoup plus populaire, que comment il a été dans des collections d'ailleurs plus populaires, au Fleuve Noir, etc., d'anticipation. Et Philippe Curval est un écrivain qui se classait, ou en tout cas qu'on a classé, ça il nous le dira, peut-être plus marginal. Alors, je crois qu'on peut... Mais ensuite, vous répondrez tous les deux. La différence vue de l'extérieur, vous m'arrêterez si je me trompe, peut se résumer ainsi. Richard Bessières a écrit des romans par dizaines au Fleuve Noir qui sont... Combien de romans Bessières? À peu près, 85. Depuis 50e. Qui sont dans l'ensemble, surtout des romans d'aventure, qui sont vendus dans une collection très régulièrement. Et Richard Bessières, c'est un point important, est un écrivain professionnel. Il vit de l'écriture de ses romans, ce qui est possible dans une collection pour le grand public, vendant des livres très régulièrement et ayant une grande diffusion, mais ce qui ne l'est pas pour des gens comme Philippe Curval, par exemple, qui, lui, exerce des professions pour gagner sa vie et écrit avant tout pour son plaisir. Depuis bien des années, il se lève à 5 h du matin et de 5 h à 10 h du matin, il écrit. Mon but dans la vie, c'était d'être écrivain. En il y avait un souci d'écriture. J'ai commencé à écrire un roman qui s'appelle Ressac de l'espace, et ce roman, je l'ai terminé en 60. Oui, en 58. 60, donc j'ai mis à peu près 11 ans à l'écrire, et j'ai écrit ce roman comme vraiment c'était le roman de ma vie. Donc quand je l'ai donné à Gallet, c'était une solution pour le publier, parce qu'aucun éditeur ailleurs n'en voulait. Ce que je voudrais montrer, c'est qu'il existe, et qu'il a existé depuis 1950 en France, tout de même deux courants de science-fiction, d'écriture de science-fiction, qui sont tout de même très différents. Oui, c'est exact. Moi, ce que, vous êtes d'accord, vous êtes quand même un romancier populaire. Au départ, oui. C'est pas du tout au départ, j'ai été marqué au départ par le côté space opéra de la science-fiction. C'est-à-dire l'opéra de l'espace, les bagarres galactiques dans l'espace. Bon, j'ai d'ailleurs la plus grande partie de ma production pendant les années 50 jusqu'à 62, 63, 64, disons, a été justement marquée par le space opéra.
Ensuite, j'ai abordé la question de la science-fiction à caractère psychologique avec un futur pour M. Smith, avec un Versien, avec des sujets qui sortaient complètement, parce que je vous dis, à l'heure actuelle, le space opéra, c'est un genre que je ne peux plus souffrir. J'ai évolué dans ce domaine-là. Et ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, c'est surtout le côté psychologique, le devenir de l'espèce humaine. Mais Bessir, je vous arrête. Je voudrais demander, est-ce qu'à votre avis, ou je ne vais même pas le demander à vous, qui a fait le plus finalement pour cette avalanche en France? Qui a fait le plus? Est-ce que c'est des gens comme Bessières? Est-ce que c'est des gens comme Curval, Orwellan et d'autres, et des auteurs bien sûr britanniques? Est-ce que ce sont les deux ensemble? Goma. Ça, c'est une question compromettante, parce que celui qui répond va forcément être méchant avec l'un des deux. Ah ben tant pis, ça, écoutez, vous dites ce que vous pensez. Moi, je vote Curval, sans hésitation. Oui, mais vous votez Curval. La Forest? Oui, moi aussi je vote pour cette science-fiction. Mais il y a des problèmes de mariage aussi entre la science-fiction et le roman populaire qu'on retrouve très bien dans la bande dessinée. Alors là, je veux dire que pour ma part, j'ai essayé de concilier l'un et l'autre dans un cas qui est les naufragés du temps. J'ai essayé de faire du roman populaire et de la science-fiction, sans pour autant avoir honte de mon produit, parce que j'avais eu le plus grand mal à m'exprimer, à avoir une audience avec une bande dessinée s'apparentant également à la science-fiction et au fantastique, et les aventures d'Hypocrite, mais dans laquelle je faisais des recherches d'écriture, il faut bien le dire, à tous les niveaux. Si vous voulez ajouter un petit mot pour terminer, la science-fiction a été attaquée, phénomène d'avalanche, il faut s'en réjouir, tout va bien? Tout va très bien. Et tout ira encore mieux. Tout ira encore mieux. Je crois que ça porte très bien. Ouais. Et tu pensais que ça va continuer? Il y aura des reclassements, parce que tout de même, 25 collections, ça fait beaucoup. Mais on lira de plus en plus de science-fiction. Ce qu'il faudrait, évidemment, c'est que, comme aux États-Unis, avec le Ian Fleming et son James Bond, il faudrait qu'un jour, Giscard d'Estaing, par exemple, soit photographié en train de lire un Curval ou un Bessières ou je ne sais qui. Alors là, peut-être que ce serait encore un dernier coup de poing. Vous croyez que les gens regardent Giscard d'Estaing pour la science-fiction? Ah, je sais pas, moi. Peut-être que ça convertirait à la science-fiction les électeurs de Giscard d'Estaing. Oui, c'est ça que je pensais. Ouais, ça fait quand même pas mal. Bon, merci à tous. J'ai encore un ou deux invités, mais enfin, je crois qu'on a fait à peu près le point sur ce phénomène qui est assez étonnant et qui continue à se développer en France. Et je souhaite à toutes les municipalités de France, des grandes villes, des petites villes qui ont déjà le projet, je le sais, puisqu'ils m'écrivent et qu'ils m'en parlent, d'organiser des festivals et des conventions sur la science-fiction, le fantastique et tout cela. Mais je leur souhaite du succès, c'est-à-dire que beaucoup de monde y aille, et ça ne saurait manquer si tout se déroule comme tout est en train de se dérouler actuellement. Guamard, Forest, Gallet, Bessières et Curval, je vous remercie. Autre respiration, autre ponctuation dans cette émission sur la science-fiction, l'extrait d'un film qui sort actuellement en France, Le 6e continent. Va-t-on leur laisser? Aussi longtemps qu'il le faudra. Inquiet de l'aspect du lac, capitaine. Les choses empirent de minute en minute. Si nous restons plus longtemps... Nous partions sans jeu. Attention, patron. Ne faites pas l'imbécile, dites. Emmenez-les en bas. Les deux moteurs en avant, au ralenti. Partons.
projecteur. Attendez. Eh bien voilà, notre débat principal, l'épine dorsale de cette émission est terminée. Je pense que vous en savez maintenant beaucoup, à la fois sur la science-fiction en France et sur notamment ce phénomène qui nous intéressait aujourd'hui, qui a débordé largement les cadres, qui m'agaçaient d'ailleurs un peu de Paris, qui a débordé sur la province. On s'y voit, je vous rappelle, se manifester beaucoup de choses. Je voudrais tout de même presque conclure un peu ce sujet avec un garçon qui a l'âge des lecteurs de science-fiction, enfin plus jeune ou plus vieux, mais enfin à peu près, beaucoup plus jeune que moi en tout cas. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il a un métier qui lui permet d'avoir un contact avec le milieu de la science-fiction qui est assez particulier puisqu'il est libraire. Stan Barretz, qui a une librairie spécialisée à Paris, qui s'appelle Les Temps Futurs, c'est ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et je voudrais que tu me dises d'abord, depuis combien de temps tu fais cela, comment l'idée t'en est venue. Je sais qu'il y en a pas mal à Paris, est-ce qu'il y en a en province? Ça va répondre un peu à toutes ces questions. Bien, notre librairie existe depuis 3 ans et nous sommes entièrement spécialisés sur la science-fiction. D'ailleurs, ça correspond très exactement aux dates qu'on a données tout à l'heure. C'est vraiment depuis 3 ans que le rush se fait. Je pense qu'effectivement, ce n'était pas possible autrefois. Il y a eu un certain nombre de précédents, de librairies avant la nôtre qui ont tenté de se spécialiser dans la science-fiction et qui ont eu tous les problèmes. C'est donc uniquement maintenant, je crois, qu'on peut commencer à le faire. Mais néanmoins, c'est très difficile. Nous sommes parmi les premiers. En tout cas, à Paris, nous sommes peu nombreux. Et en province, c'est un vaste désert. Alors, pour l'instant, la province n'a pas suivi dans ce domaine. Elle Enfin, il me suit, semblait bien qu'à mais les Lyon, il y libraires en ne avait. suivent pas. Ouais. Elle suit, mais les libraires ne suivent pas. Ce qui se passe, nous le voyons très régulièrement, nous faisons un catalogue. Et les réponses de province sont énormes. Tous les gens demandent notre catalogue, commandent des livres. Il semble qu'il y ait des difficultés pour en trouver encore à l'heure actuelle en province. Ah bon, ça c'est un point important qu'il fallait souligner, ce qui incitera peut-être nos amis libraires à se munir un peu mieux de livres de science-fiction, puisqu'il y a, je rappelle, vraiment un énorme public. Alors quel est le public des Temps Futurs? Quand les gars, qu'est-ce qui rentre dans la librairie et qu'est-ce qui achète? Des gens jeunes, très Des gens jeunes. jeunes, hein? Très jeunes. Je dirais que la moyenne d'âge est à peu près aux environs de 20 ans. C'est-à-dire que ça va de 15 à 25 ans. C'est une fourchette très étroite. Et ce sont toujours des garçons. Il n'y a pas du tout de lectrices féminines. Ah bon? Il n'y en a jamais. Et je ne sais pas si c'est une attitude d'achat, c'est-à-dire, je pense que ça peut s'expliquer comme ça. Le livre est acheté par l'homme et la femme lit en seconde main par derrière ce que l'homme lui conseille, je crois. Mais en tout cas, nous n'avons jamais de fans féminins. Il n'y a que des garçons qui lisent la science-fiction. Et dans une librairie comme la vôtre, par exemple, qui est une petite librairie sympathique, comment ça se passe alors les rapports? Vous les conseillez vous-même ou ce sont déjà des gens très avertis? Je pense que c'est très important. C'est-à-dire que on ne lit pas de science-fiction par hasard. Les gens qui lisent la science-fiction, en ont entendu parler par des amis, en ont lu, ont une idée déjà très précise de ce qu'ils veulent. Et justement, c'est pour ça que c'est intéressant d'être une librairie spécialisée, c'est qu'on peut les conseiller, on peut leur décrire les livres qu'on vient de lire, qu'on vient de recevoir. Je pense que c'est très important pour nous. Tout ce côté de conversation, en quelque sorte. Oui, c'est ça, le côté rapport humain est très important. Là. Très important. C'est quand même, ça reste malgré le nombre important. Très important, d'une part ça, ce côté donc de rapport humain, et d'autre part de recherche. C'est-à-dire que la science-fiction, c'est beaucoup de livres. On estime que depuis que la science-fiction existe, il y a eu plus de 30 000 romans et nouvelles de science-fiction. Beaucoup sont épuisés, beaucoup sont très difficiles à trouver, beaucoup ne peuvent être trouvés qu'en langue anglaise, par exemple, parce qu'ils n'ont pas été traduits. Et très souvent, notre travail, ça consiste à chercher des livres introuvables. À chercher, aller à l'étranger, chercher partout des éditions rares. Et les très jeunes qui ont 14-15 ans, qu'est-ce qu'ils demandent comme... Ça commence même plus tôt. C'est-à-dire que 14-15 ans, c'est ceux qui commencent à lire des romans. En fait, ça commence, je dirais, presque à 10 ans, avec ceux qui commencent avec les comics américains, les bandes dessinées, les bandes dessinées, qui lisent en anglais directement. Je suppose que d'ailleurs, ils ne comprennent pas l'anglais, ils regardent les dessins. Ah si, il y a beaucoup de gosses maintenant, de plus en plus, on leur apprend l'anglais très tôt. Je crois qu'il y a beaucoup de gosses en France qui commencent à parler l'anglais. Ils sont très jeunes. On a parfois des clients de 7-8 ans. Sans blague. 7-8 ans. Ça va être marrant, non? Ce qu'il y a aussi, c'est qu'en fait, c'est une gamme un peu ouverte au sens où on a parlé tout à l'heure de plusieurs vagues successives d'introduction de la science-fiction en France. Il y a eu une première vague dans les années 50 et il y a eu une seconde vague depuis 68-70 à peu près. Et il y a eu une fossilisation, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de collectionneurs qui sont des gens qui sont venus à la science-fiction dans les années 50 et qui continuent, qui maintenant ont 40 ans. Mais disons que c'est une minorité.
La majorité de nos lecteurs ayant Bien, 20 ans. Stan Barretz, libraire des temps futurs. C'est joli d'ailleurs, libraire des temps futurs. Et je vais te poser, je t'ai pas prévenu, d'ailleurs c'est un peu méchant, mais j'aurais dû te demander de le préparer, mais enfin tu peux peut-être le faire ici. Imagine que des gens ont vu cette émission, qui était je crois assez complète sur le phénomène science-fiction en France, sur ce qu'elle est, ce qu'elle pourra être, ce qu'elle pourra devenir. Quel livre demain est-ce que tu leur conseillerais de se procurer comme initiation? Je parle de gens qui n'en ont jamais lu. C'est une question très très difficile. Une question qu'on nous a souvent posée. Il est souvent rentré à la boutique des gens de bonne volonté qui n'avaient jamais lu de science-fiction, qui ont vu l'apparence de la boutique et qui ont dit « Conseillez-moi le meilleur livre que vous ayez jamais lu ». D'abord, c'est très difficile. Si on se place sur le plan de la littérature générale, comment répondrais-je à la question? Quel est le meilleur livre que j'ai jamais lu? Ça correspond à des âges, des états d'âme. C'est déjà un premier point qui est difficile. Enfin, on a essayé de répondre. Et par période, on a proposé différents livres. Il y a eu des périodes, pendant 1 mois, 2 mois, systématiquement, je donnais un livre de Van Vogt, si on considère que c'est très classique. D'autres périodes, je me suis dit, il n'y a pas de raison d'être classique comme ça, je vais essayer de donner des livres plus modernes, plus actuels, peut-être plus en prise avec le monde moderne. Je pense à des auteurs comme Dick, par exemple, Bronner, peut-être, des gens comme ça. Dans tous les cas, quelle que soit la chose qu'on a essayée, ces gens-là ne sont jamais revenus. Et je parle là sur des centaines d'expériences. Ce qui me fait penser que aimer la science-fiction, c'est la découvrir soi-même. C'est une espèce de don, de vocation. Ça se découvre quand on a 15 ans, quand on a 20 ans. On a une curiosité. Et on passe toujours, un jour ou l'autre, à côté. Et on est passé à côté, on a saisi la chance. Ceux qui, à 30 ans, 40 ans, n'ont pas saisi la chance, ça ne les intéresse pas, ils ne seront pas séduits. Bon, mais moi, je voudrais quand même qu'on leur donne quelques titres, si c'est possible. Moi, je ne sais pas, on pourrait leur donner les Chroniques martiennes de Bradbury. Bien sûr, oui. On pourrait leur donner, qui se trouve chez De Noël encore, Oui, je crois. oui. On pourrait leur donner les Fondations d'Asimov. Les 3 fondations. 3 volumes. Qui sont également chez De Noël, qui ont été réédités, je pense, on peut trouver. Comme Space Opéra, Grande Aventure, il y a Les Rois des Étoiles d'Hamilton, qu'on peut trouver aussi, je ne sais pas si on le trouve aussi On le trouve là. en collection J'ai lu. Et on le trouve en collection J'ai lu en Oui. poche, donc je crois que c'est un bon Space Opéra Oui. à lire. Dans la littérature plus moderne, on peut leur faire dire le Dune, évidemment. Qui est un gros morceau, mais je pense qu'il faut effectivement Ouais, l'avoir parce que lu. Je crois le Dune, D-U-N-E, qui est paru chez Lafon. Quelques titres Frank encore. Herbert. Il faut donner obligatoirement 1 ou 2 livres de Philippe Dick. Je pense que c'est très important. On en trouve dans les collections de poche. On en trouve dans la collection J'ai lu, par exemple, Le Maître du Haut-Château, Ah oui, Docteur c'est Blood très bon. Money. Je crois que c'est très important aussi. Ce sont des livres qui essayent d'apporter quelque chose de nouveau dans la science-fiction. Et puis peut-être parallèlement, mais comme on en a beaucoup parlé, ils peuvent relire, si ce n'est déjà fait, des livres comme 1984 d'Orwell, qui sont un peu parallèles à la science-fiction, mais qui sont quand même très importants. On considère que c'est fait d'habitude. Ouais. Bien, ben je crois que en ce qui concerne la littérature, comment on se la procure, etc., c'est fait. J'espère aussi et je souhaite que des librairies comme la tienne se multiplient en France, afin que tout le monde en France puisse lire de ce genre où il y a des échecs, il y a des ratés, des croûtes, mais où il y a aussi des romans vraiment extraordinaires. Et je crois que c'est dommage de ne pas les connaître. Comme disait je ne sais plus qui, aussi je sais qui, ce serait dommage de mourir idiot. Merci Stan Barretz.